bonsoir à toutes Bonsoir. et à tous. Bienvenue pour ce nouveau meet-up. Ce soir, on va voir l'intelligence artificielle et Java, présenté par Florent, notre lead de communauté métier dans la communauté dev. Yes, merci Léa et bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter du coup un petit thème qui me tient à cœur, qui est Java, et le thème un peu buzzword du moment, qui est l'IA. Donc, il y avait un petit jeu de mots très rapide quand même à comprendre, mais visiblement pas toujours compris par tout le monde. Le perroquet caféiné, donc on le verra, hein, parce que finalement le perroquet c'est le symbole qui a été, c'est la mascotte finalement de LangChain, qui est la librairie à l'origine de LangChain 4J, donc une librairie en Python à l'origine. Le caféiné, bah forcément avec Java. Donc finalement le perroquet et le café d'ailleurs c'est l'icône officielle de la librairie qu'on va voir ce soir. Et le Mistral Central-Montagne, en fait, c'est une référence juste à Mistral, qui est une société française qui a sorti un modèle justement qu'on va utiliser ce soir avec notre librairie. Donc je commence déjà par un premier point parce que cette présentation a surtout pour but non pas de vous détailler tout le système du NIA, ça pour ça je vais justement vous donner des liens de gens qui l'ont expliqué, comment sont créés les tokens, comment gérer la gestion des embeddings, la vectorisation, tout ça, et les concepts on va dire un peu théoriques de l'IA. Là c'est pas le rôle de cette présentation. L'objectif ici c'est de vous présenter les deux projets que j'ai créés, que vous puissiez les manipuler, les utiliser clés en main, les outils que j'ai utilisés et comment les démarrer, comment les installer et autres. Et l'idée, c'est vraiment de vous donner les clés pour démarrer un modèle d'IA avec un projet Java, et vous avez juste à manipuler après derrière, soit les prompts, soit manipuler les entrées, jouer avec et justement découvrir un peu comment utiliser ces modèles-là. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on va lancer un modèle en local. Donc, cette fois-ci, vous ne payez rien, vous n'avez pas d'API à payer derrière. Seule chose qu'il va vous falloir éventuellement, c'est quand même une machine un petit peu plus solide. Bon, on verra qu'il y a quand même des modèles qui sont un peu plus légers, qui devraient quand même tourner sur des machines un peu plus restreintes, mais globalement, oui, si vous avez une machine de bureautique à 300 €, globalement, ça va quand même être compliqué. Je vais pas vous le cacher. Mais si vous avez une carte graphique embarquée, par exemple, sur un portable, avec un petit modèle, ça devrait tourner. Et si jamais ça ne tourne pas, au pire des cas, vous pouvez toujours utiliser OpenAI si vous avez un compte derrière pour vous connecter dessus. Donc, le matériel, ce que j'ai appelé, c'est un peu les sources que vous pouvez utiliser pour vous renseigner. Déjà, le premier, finalement, c'est directement sur le site de Log4Chain. Donc là, c'est juste un proxy. Je peux pas naviguer dessus, mais c'est le site, par contre, de Log4Chain. C'est un screenshot, finalement, du site actuel, où il référence justement le Useful Material. Vous allez avoir pas mal de liens, de cours et autres sur l'utilisation de ces librairies. C'est déjà une première ressource. Finalement, la ressource la plus importante pour l'usage d'une librairie, c'est le site de la librairie en lui-même. Mais je tenais quand même à vous le noter parce qu'ils ont vraiment des vraies sources. C'est pas juste des articles un peu à droite à gauche. La chaîne de Sébastien Blanc sur YouTube, donc il fait actuellement en plus d'ailleurs une série avec l'usage de Quarkus et de l'IA et des modèles justement Ollama, le modèle, enfin le soft Ollama qu'on voit actuellement aujourd'hui. Alors je sais plus quelle IA il utilise derrière, par contre je sais plus si c'est Mistral ou d'autres. Mais bref, c'est un monsieur qui a travaillé chez Red Hat pendant pas mal d'années, notamment sur Keycloak, sur Quarkus et sur d'autres projets, donc dont il sait globalement plutôt bien de quoi il parle. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et sa série. Et enfin, le site de Ollama pour aller trouver vos modèles, mais ça je vais vous le présenter après. Donc voilà, juste pour le petit tour du matériel. On en verra, il y aura d'autres liens également dessus, et je pourrais également vous partager le document, là, le support sur lequel j'utilise à la fin du meetup, et comme ça vous aurez tous les liens, toutes les URL si vous voulez le sauvegarder dans un coin, et quand vous voulez travailler dessus, vous aurez déjà votre panel d'URL. Donc ce qu'on va voir ce soir, un petit peu en sommaire. Donc en premier, je vais commencer par vous expliquer un peu ce qu'est Ollama et comment démarrer. On va voir, ça va être assez simple. C'est l'intérêt aussi. Un petit focus rapide sur Log4Chain, enfin LangChain 4J, on sait dire Log4Chain à chaque fois. Le Mistral AI, donc le modèle qu'on va utiliser en local actuellement. Les prérequis Java et Gradle. N'ayez pas peur pour Gradle, il y a globalement une commande, allez deux à connaître, et sinon il y a quasiment pas d'install à faire, et vous verrez de toute façon si vous préférez Maven, vous pouvez le passer sous Maven, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a aucune spécificité en fait à utiliser Gradle là-dessus. Les quelques notions importantes, donc pareil, je ne vais pas faire beaucoup de théorie, mais quand même, je vais essayer de vous décrire quelques éléments de langage qui vous permettent d'accéder à la librairie. Quand vous allez chercher la librairie, vous allez faire ah oui, ok, ça j'ai entendu parler, c'est cette partie-là. Et comme vous allez le voir également dans le code.
Et enfin, les deux parties qui vont prendre un peu plus de temps, la présentation du projet en Java standard, donc vraiment juste avec un jar très classique et Lang4Chain qui est importé, donc vraiment le plus simple, et un exemple avec Quarkus également lancé à côté. J'ai pas fait, alors je vous ai épargné, je vous ai écarté Spring Boot dessus parce que il y a une librairie, un Spring AI qui est en cours, mais aujourd'hui elle est très très limitée encore. Ça va arriver très vite, on va le voir avec les dates, ça arrive très très vite, mais ça valait pas le coup de vous le présenter aujourd'hui. Olama. Donc Olama, c'est un projet qui a débuté en juillet 2023. On va le voir, c'est un projet qui va nous permettre de mettre une couche d'abstraction sur tous les modèles. Aujourd'hui, en fait, les modèles en local, quand vous voulez télécharger, vous avez votre modèle à côté et vous devez l'attaquer en Python directement pour pouvoir le faire un peu tout le warm-up, donc charger un peu en mémoire tout le modèle et pouvoir le mettre en cours d'exécution. On va voir que Olama va s'occuper de ça pour nous. Il va également paramétrer tout ce qui va être accélération matérielle et autres, donc on n'a quasiment rien à faire. Il va en plus nous donner une gestion de repository, un peu comme un Docker repo, si vous voulez, en local. On va pouvoir télécharger nos modèles, les retirer, les copier, etc. Donc ça va simplifier énormément la gestion des modèles, à un tel point que vous allez voir qu'en 2 clics, vous pouvez faire tourner un modèle d'IA finalement sur votre machine. Voilà, donc ce que je vous disais, hein, intégration continue. Et également, c'est présent sur tous les types d'environnements. Alors moi, j'utilise la version Windows qui est en preview depuis 2-3 semaines, qui fonctionne très bien. Je l'avais également testé sur le WSL derrière sur un Debian là, en WSL sur du Windows 11, ça fonctionne aussi très bien. Et si vous allez voir Sébastien Blanc, il l'utilise sur Mac, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc quand vous arrivez sur le site, hein, tout simplement, hein, vous arrivez, vous cliquez sur Download ici, vous aurez les instructions pour chaque type d'OS. Sur Windows, c'est un point .exe, vous le téléchargez, c'est fini. Ça s'arrête là. Les deux commandes, voir si vraiment vous êtes feignant, la commande à avoir en tête, c'est vraiment le Olama run. Donc vous avez comme tous les bons prompts hein, et tous les CLI, vous avez un /help et vous verrez, vous pouvez lister les modèles que vous avez. Vous avez du RM pour les retirer, vous avez du pull, du push. Ça s'arrête là. Hein. Globalement, il y a 8 commandes, je crois. La plus importante, ça va être le Olama Run Mistral qui va mettre Olama en route et ensuite charger, voire télécharger s'il y a besoin, télécharger le modèle Mistral et ensuite charger le modèle que vous avez en local. D'ailleurs, quand vous faites ça, vous arrivez globalement sur cette petite fenêtre ici. Où on voit, là, j'ai lancé mon Olama Run. Donc moi, je l'avais déjà téléchargé. Si vous n'avez pas le téléchargé, vous avez un prompt de téléchargement un peu comme sur un Docker image. Et là, derrière, on a déjà notre modèle qui tourne. Donc là, c'est Mistral, du coup, qui nous répond derrière. Donc c'est une version de Mistral qui est en local. Donc on peut lui demander un peu ce qu'on veut, hein, comme sur un chat GPT ou n'importe lequel. C'est la fonction de base, on va dire, de Olama. De toute façon, ce sera notre point d'entrée. Il faut savoir qu'en fait, derrière Olama vous lance un serveur web. Vous avez une URL donc, qui est sur un port, là, le 11464, et vous pouvez requêter dessus si jamais vous voulez monter une autre API. Ou si vous ne faites pas du Java, sachez que Olama, voilà, vous l'attaquez en REST. Donc vous l'attaquez avec finalement ce que vous voulez derrière. Donc, pour cette partie-là, donc on reviendra dessus sur le modèle. Mais globalement, on n'a que ça à faire. Pour avoir votre modèle d'IA déjà avec Olama, vous l'installez, vous lancez, vous faites un Olama Run Mistral, vous avez votre IA qui est prête. Ce qui va nous intéresser pour la partie Java, c'est la librairie LangChain 4J, donc inspirée du site de la librairie LangChain, comme je disais, qui a été adaptée pour le Java. Le projet a démarré en juin 2023. C'est un fork qui venait de AI4J qui a débuté en mai 2023. Je vous mets les dates parce qu'on est quand même sur des librairies qui sont très récentes. C'est tout ce que je vais vous présenter là ce soir, a même pas un an. Donc c'est pour vous dire à quel point ça va quand même assez vite derrière. Donc en version, on est en 0.28.0 pour le moment. Donc on voit qu'on est encore sur une version qui n'est pas réalisée, qui n'est pas finale, qui n'est pas prod ready en principe. On verra, ça fonctionne quand même déjà très très bien. Et ça a été intégré, comme je vous le disais, à Quarkus et à Spring Boot déjà. Mais vous pouvez l'utiliser aussi avec du Java standard, comme on va voir ce soir. Pour Mistral, donc le fameux Mistral Central-Montagne, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est une société française, hein, Mistral, qui a sorti 2 modèles, dont un qui a fait pas mal de bruit, parce que celui qu'on utilise d'ailleurs ce soir,
qui est Mistral AI, qui a des performances sur pas mal de benchmarks au moins équivalentes à ChatGPT 3.5. Sauf que ChatGPT 3.5, il vous faut un data center pour le faire tourner. Là, on va voir, moi, j'ai juste besoin d'une CG. CG qui est assez costaud, mais quand même qui fait tourner. Vous avez 2 modèles en open source qui sont disponibles avec Ollama, hein, d'ailleurs, et sur Eugene Faces, qui est le modèle Mistral qu'on va utiliser ce soir, et le modèle Mistral, qui est en fait une concaténation de plusieurs modèles, donc 8 modèles actuellement, qui sont spécialisés qui ont chacun une spécialité. Le Mistral abandonné l'idée de le faire tourner, globalement. Ou alors il va vous falloir un serveur vraiment beaucoup plus solide que juste une machine. Là, l'idée aujourd'hui, c'est j'ai essayé de focus sur une version que vous pouvez faire tourner en local avec une machine un peu solide, ou au moins une machine de dev, quoi. Donc Mistral AI. Sur les prérequis, des prérequis assez standards, hein. Je l'ai buildé avec Java 21, mais il n'y a pas de spécificité particulière. Si vous avez Java 17, c'est très bien. Par contre, le minimum, ce sera quand même Java 17 pour Quarkus. Et pour la version Java, j'ai pas essayé en dessous pour Launchain4j, mais bon, globalement, vous prenez la dernière LTS et ça fonctionnera très bien. Pour Gradle, 2 possibilités. Soit vous avez déjà Gradle installé et vous avez juste ces 2 commandes à connaître, voire que la première dans le cas du Java standard, vous avez juste à builder. Pour Quarkus, vous pouvez rajouter le Quarkus Dev. D'ailleurs, le build est optionnel. Il est intégré dedans. Et si vous voulez pas l'installer, vous avez un wrapper qui est disponible au moins dans le Quarkus. Il faut que je m'assure de le rajouter dans le format Java standard. Donc, si vous voulez pas l'installer, vous faites juste le Gradle wrapper là ici. Donc la deuxième commande, et il va l'installer pour vous avec la bonne version. Et si vous avez une IDE à peu près récente, normalement, il va détecter tout seul les launchers et tout ce qu'il y a lancé. Sont au besoin, vous pouvez toujours me contacter si jamais vous avez des problèmes à lancer les projets. Donc voilà pour la partie soft. Donc juste pour résumer sur cette partie-là, Ollama, vous avez un exécutable à télécharger et à lancer, et une commande à lancer. Mistral, vous avez rien à faire parce que Ollama va le faire pour vous. De toute façon, il va le télécharger. Il vous faut une JDK. Bon, on est sur un projet en Java, je pense que pas trop spoiler l'installation qu'il y avait à avoir. Donc au moins une JDK et Gradle ou Maven, et vous pouvez refaire un POM à partir du Gradle, c'est pas un souci. Et c'est tout ce qu'il nous faut pour démarrer. Maintenant, les notions importantes. Quelques définitions. Donc, un modèle. Alors, j'ai demandé directement à Mistralia parce que vous avez autant de définitions de modèles qu'il y a de modèles existants. Mais bon, globalement, voilà, c'est une représentation mathématique ou logique des connaissances, de l'information, de l'informatique à raisonner, apprendre à agir, réponse de domaine et aux situations nouvelles. En gros, c'est la boîte noire. Le modèle, c'est la boîte noire, c'est des algorithmes qui sont créés par justement les personnes qui créent ces modèles-là et qui vont les entraîner après sur plus ou moins de paramètres derrière. C'est pour ça que vous aurez cette notion souvent de 7B, 32B, 3B qui va arriver derrière. C'est globalement le nombre de paramètres sur lequel il était entraîné. Ce nombre plus ce nombre est important, plus le modèle est massif en fait et prend de la taille, et plus il va vous falloir une machine assez gourmande pour le faire tourner. Là aujourd'hui, je vous fais tourner un 7B. 7B, vous en trouvez pas mal des modèles comme ça. Vous en trouvez aussi des plus restreints à 3B que vous pourrez faire tourner en local. Au-dessus, ça va commencer à être compliqué. Les différents types de modèles ou spécialisations, effectivement, vous le verrez, si vous avez un site qui s'appelle Eugene Faces, qui est assez connu, qui répertorie beaucoup de modèles et de jeux de données. Vous le verrez, vous avez toute la liste maintenant des spécialités d'IA. Donc là, je vous donne juste les grandes familles et ce qui est le plus utilisé globalement. Et c'est des notions en plus qu'on va commencer à voir dans Log4Chain de plus en plus. Donc le premier, ça va être l'OCR-NLP. Donc le NLP, hein, c'est le Natural Language Speaking, c'est globalement ces deux-là. Et l'OCR, c'est de la reconnaissance. Et ça va être globalement tout ce qui va être tout ce qui va tourner autour du texte. Donc ce soit aussi bien la génération du texte, la traduction, la classification. Donc la classification, c'est globalement savoir tel mot c'est dans telle famille, une banane c'est un fruit, voilà, un chien c'est un animal, ce genre de choses. Bon, la traduction, vous connaissez bien. La génération de texte, c'est ce qu'on utilise le plus souvent avec ChatGPT justement, qui va quand on va lui poser une question, va générer des textes ou peut générer par exemple des textes à partir d'une idée ou autre, comme on ferait pour une image, mais cette fois-ci, si vous demandez d'écrire une histoire, ce genre de choses. C'est pas forcément pris dedans parce que je l'ai pas dedans, mais ce qui arrive pas mal aussi, c'est le text to speech ou le speech to text, donc de passer de l'audio au texte. Actuellement, on est aussi là-dedans.
Ensuite, la deuxième famille, ça va être les embeddings. Donc ça, on va voir aussi, on va le voir dans nos projets. Globalement, c'est des IA, enfin des modèles d'IA qui sont spécialisés pour découper soit du texte, soit des pans d'images, donc découper en tout cas des assets pour les vectoriser derrière et pour pouvoir facilement les retrouver, ou en tout cas c'est là-dessus que l'IA va faire ses recherches et va justement se baser sur de la recherche vectorielle. Donc ça, je vous donnerai un lien pour de quelqu'un qui vous l'explique beaucoup mieux là-dessus. Mais globalement, ces modèles d'embedded, suivant le choix que vous allez faire, soit il va découper très rapidement, soit il va découper très lentement, et soit s'il découpe plus lentement, il va découper plus finement. Donc vous allez avoir potentiellement des meilleurs résultats avec un meilleur score. Ensuite, les IA d'images, DALL-E et ce genre d'IA qui vous permettent de générer des images ou de reconnaître des images. Vous avez des IA de modération qui vont être spécialisées dans les intentions, justement, qui vont lire des textes ou lire des images et essayer de vous décrire un peu les sentiments qui sont derrière pour savoir si c'est insultant, si c'est offensant, ou au contraire, si ça parle plutôt d'une catégorie d'idées ou autre. Et enfin, les IA de scoring, qui sont un peu plus anecdotiques, qui vont vous aider en fait à trouver parmi vos recherches, à vous aider à établir le meilleur score dans vos recherches. C'est un peu plus spécifique. On passera pas dessus ce soir. Et enfin, la notion de RAG, ça vous le verrez de plus en plus parce que je pense qu'en 2024, vous allez en voir énormément, notamment chez Elasticsearch. Donc c'est Retrieval Augmented Generation ou parfois Retrieval End Generation. Ne me demandez pas pourquoi l'augmented parfois drop. En gros, l'idée derrière, c'est vous allez faire absorber à votre IA, donc vous allez faire de l'ingest justement avec votre IA de documents, donc ça peut être soit des images, soit des Word, des CSV, de l'Excel, une base de données, et vous allez demander à ce que l'IA utilise ce que vous avez fait ingérer pour ses recherches. Vous allez pouvoir justement un peu spécialiser vos IA dedans. C'est pas de l'entraînement, c'est encore autre chose. C'est vraiment, on va justement créer des embeddings à partir de ces imports, de ces données qu'on va importer, et on va dire à notre IA, tiens, j'aimerais que tu utilises ce jeu d'embeddings que je t'ai donné. Donc, par exemple, si vous êtes dans le secteur RH, imaginons, vous avez des employés. Vous allez avoir une base de données d'employés avec peut-être des données un peu plus sensibles pour les RH, et vous allez avoir une autre base de données un peu plus restreinte, par exemple juste pour vos gestionnaires administratifs. Imaginons par exemple pour les deux, vous avez deux, ils n'ont pas besoin d'accéder aux mêmes données et il y a une notion de confidentialité entre les deux. Vous allez pouvoir entraîner votre liste et créer vos embeddings, une spécialisée pour les RH, une spécialisée pour les administratifs. Et suivant quand vous allez taper sur le modèle d'IA et vous allez mettre une API devant, si c'est un RH qui s'adresse à l'API, vous l'avez identifié tel quel, vous allez demander à l'IA de baser ses recherches sur le jeu de données RH ou sur le jeu de données administratif. Donc, je vais vous montrer un exemple ce soir avec un site internet qu'on va aller aspirer et du CSV également. Un petit lien justement vers le RAG. Vous avez un autre exemple que ce qu'on va voir ce soir qui est un peu plus complet, un peu plus costaud. Il y a pas mal d'explications qui est plutôt bien fourni. Et enfin, la dernière petite notion également, ce sera les tools. On verra si on a le temps, si j'ai le temps de vous les présenter. En fait, ça va être des fonctions qu'on va donner à l'IA. On va lui décrire que fait la fonction, et quand elle va en avoir besoin, quand elle va identifier qu'en fait la personne lui demande justement quelque chose qui est en corrélation avec cet outil, elle va l'utiliser. On verra un peu plus concrètement ce que ça donne derrière. Mais ça, c'est une fonctionnalité qui va arriver aussi en 2024, beaucoup dans les applis. Ça fait beaucoup de notions. Je vous invite après à le revoir à tête reposée. Si vous allez voir justement la librairie LangChain4j, vous verrez un petit peu toutes ces notions-là, vous les reverrez. Donc, c'est l'occasion de revenir sur la doc et de voir un petit peu la petite définition pour se la remettre en tête. Donc, on va passer à la démonstration Java. Donc, j'ai toujours mon modèle qui chauffe, qui est à côté. Ça, c'est bon. Et je vais repasser. Hop, je suis sur l'écran. Ok. Donc, un dépôt Java avec notre IDE préféré. Très simple comme modèle. Il n'y a pas beaucoup de classes. L'idée, c'était pas non plus de vous fournir un projet avec 40 000 exemples et 40 000 classes. L'idée, c'est que vous ayez quelque chose qui soit un petit peu customisable. On va le voir, il y a des paramètres que vous pouvez passer et vous pouvez tuner un petit peu ce modèle-là et que vous puissiez jouer et arriver très vite dessus. Globalement, on arrive sur le menu. Alors, j'ai déjà vous fait un
première démo plutôt, que vous voyez à peu près qu'est-ce que vous donne l'appli. J'avais déjà démarré. On le verra avec OpenAI et en standard. Pour le moment, on va le commencer en standard. Donc là, je vais juste me connecter à mon modèle qui tourne en local derrière. Et tout simplement, j'ai mon Mistral. Ouais, j'ai toujours les mêmes questions. Je développe avec des IA pour toujours poser les mêmes questions. Et voilà, on a notre tour de méthode. Voilà, vous sophistiquez pas, j'ai pas cherché à regarder l'encoding ou quoi que ce soit. L'idée, c'est surtout le proof of concept de j'ai connecté mon IA qui chauffe en local et elle me répond. Et on va voir justement d'autres concepts après qui vont être intéressants. Donc ça se présente juste, voilà, vous posez votre question, après vous pouvez en reposer d'autres. Puis je pose toujours cette question-là. Non, je peux pas zoomer plus que ça. Alors oui, c'est pas hyper instantané. Voilà, vous attendez pas non plus à des performances monstrueuses quand vous êtes en local. Vous n'allez pas faire tourner un chat GPT-4. Après, on va utiliser chat GPT-4. Je vais vous montrer quand même la diff de réponse entre les deux. Et effectivement, ce sera un peu plus lent. L'idée là aujourd'hui d'utiliser ce modèle en local, c'est surtout que vous pouvez vous amuser autant que vous voulez avec. C'est gratuit. Enfin, ça vous coûte du CPU. Et juste à la fin, si vous voulez sortir, un petit bail. Et voilà, il va vous dire au revoir. Et c'est bon. On s'arrête là. Donc, quelque chose d'assez standard. Quand on arrive là-dessus, donc au niveau des dépendances, pour faire le tour des dépendances, donc c'est du Gradle. Globalement, si vous avez fait du Maven, vous allez très vite vous y retrouver. Le reste, en dehors des dépendances, c'est du standard et c'est du bruit, donc vous en foutez. Ce qui va nous intéresser, c'est globalement les dépendances. On a 3 dépendances dedans, donc qui est le Lang4Chain Ollama, le Langchain OpenAPI et le Langchain Core, qui est standard. Le minimum qu'il vous faut forcément pour démarrer, ce sera au moins un core et un des modèles. Donc, si vous allez sur le site de Langchain, vous verrez, vous avez une librairie quasiment par famille de modèles. Vous avez du Local AI aussi, qui est un concurrent, qui va faire un peu comme Ollama, qui va vous permettre aussi de générer des modèles en local. Vous allez avoir du Mistral AI. Alors attention, si vous prenez des dépendances Mistral AI, c'est pour aller sur l'API de Mistral, c'est donc qui est sur Internet et pas faire le Mistral en local. Comme on le voit, vous avez OpenAPI, vous allez en avoir d'autres, vous avez pareil pour Google et autres, et j'en passe. J'ai rajouté du Common.co. Ça, bon, c'est juste pour les besoins du projet. Si vous allez avoir besoin des TinyLog, donc ça, c'est pour le moment, c'est une dépendance. Je sais pas pourquoi elle n'est pas intégrée à Log4Chain. Donc, si vous la rajoutez pas, c'est pas très grave, mais ça va vous spammer des logs inutiles et après du JUnit. Donc, on a vraiment le minimum syndical pour démarrer. Pas besoin de plus que ça. Donc le main, pareil, beaucoup de bruit, c'est juste pour récupérer les arguments. Je passe juste dessus, je vous ai préparé 4 arguments que vous pouvez passer dedans pour pouvoir justement tuner un petit peu cette appli suivant ce que vous voulez tester. Globalement, le modèle, aujourd'hui j'en ai 2 qui sont mappés, qui sont Ollama Mistral, on dira que c'est plus pourquoi je l'ai appelé comme ça, et OpenAI. Le port, ça c'est si jamais vous voulez changer le port du Ollama. Imaginons que vous voulez plutôt le faire tourner sur un serveur distant, je sais pas, sur le cloud ou autre, vous pouvez changer le port, vous pourrez changer l'URL également assez facilement, vous verrez. Si vous voulez utiliser les fonctions de memory, ça effectivement on l'a pas vu, mais vous pouvez choisir que votre IA garde en mémoire votre conversation ou pas, parce que parfois ça n'a pas d'intérêt, on verra justement quand on utilise les tools. Le mode streaming qui n'est pour le moment pas fonctionnel. Je vais pas revenir dessus, mais globalement c'est pour streamer les réponses, que vous ayez la réponse complète. Donc il se peut qu'on ait les réponses qui soient tronquées actuellement dans l'exemple. Ça faut que je regarde. Pourtant il y a des exemples sur Log4Chain, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner correctement. C'est pas très grave pour la démonstration aujourd'hui. Et si vous forquez le projet, vous aurez les mises à jour. Le début, j'extrais juste les paramètres, donc je passe pas dessus. Soit je passe en modèle standard, soit je passe en modèle streamé surtout. Après, c'est juste une boucle pour récupérer l'élément de console. La seule chose que je vous ai prévu ici, qui effectivement n'est pas paramétrable en entrée parce que c'est pas possible, mais qui est paramétrable très facilement, c'est la sortie. Ici, je l'ai mis à la sortie. On voit, c'est un lambda qui nous sort. C'est un supplier de Output-Stream. Donc globalement, demain, si vous voulez mettre, je sais pas, du HTTP, vous voulez mettre du S3, vous voulez mettre du fichier ou autre chose, vous pouvez sortir la réponse que va vous donner le chat
sur un output stream, vous allez écrire dessus. Donc, vous avez juste à lui fournir ce que vous voulez. Sinon, vous le laissez sur la console et ça marche très bien aussi. Ça, c'est pour le stream. On a vu ça fonctionnait pas. Donc, c'est tout globalement ce qu'on a à voir sur le main. Hein. Si vous vous intéressez, surtout, et là, vous allez avoir, vous pourrez faire le lien avec la doc justement de Launchain4j. Ça va être la factory de chat model, donc qui va nous permettre de construire du coup nos modèles qu'on veut utiliser, donc modèles de chat. On en aura deux qui sont un pour Ollama et un pour OpenAI. Donc vous voyez, on rentre, alors pas dans le streaming justement, je dis pas de bêtises, voilà, c'est plutôt dans le générique parce que celui-là pour le moment, faut pas l'utiliser. Le générique chat model, vous avez le choix en Ollama Mistral ou en OpenAI. Les différences justement, c'est là où ça va se figer beaucoup sur la lib, il faut faire attention, c'est le builder de modèle. C'est effectivement, vous en avez un par librairie, enfin vous en avez plusieurs par librairie, mais vous avez globalement un nom. On voit que celui de Ollama commence par Ollama, celui d'OpenAI par OpenAI. Vous avez déjà cette nomenclature, souvent le nom du modèle, donc de la librairie du modèle, et derrière l'objet, parce que vous avez du chat model, vous avez du streamed chat model, vous avez plein de trucs derrière. Ça, c'est la version simple. Déjà, à partir de ce modèle-là, vous pouvez paramétrer un petit peu certains éléments, comme la température. La température, c'est globalement à chaque fois que votre modèle d'IA va faire une recherche, il va établir un score sur chaque élément de la recherche. Donc, il va lui attribuer un score sur ce qu'il a trouvé entre 1 et 0. La température, c'est lui dire à partir de le seuil à partir duquel il les limite, il regarde même pas les réponses possibles, il les prend même pas en compte. Donc, globalement, tout ce qui est en dessous de 0,9, il sera complètement éliminé. C'est pour ça que vous verrez, vous pouvez avoir des réponses parfois un petit peu différentes parce que vous allez avoir potentiellement plusieurs réponses qui vont correspondre à ce qu'il y a entre 1 et 0,9 dans votre vecteur. Globalement, pour ceux qui ont déjà travaillé avec Elasticsearch, on a un petit peu ce système-là là, de poids derrière. Quand vous tapez un mot-clé, il va chercher sur ces index derrière et il vous donne un score à chaque fois de résultats de style le plus relevant, enfin, ce qui correspond le mieux à la recherche. Ensuite, on a quelques méthodes que je vous ai données, donc qui permettent juste de simplifier un peu l'usage. Donc le chat model, donc on va aller, ça c'est juste pour permettre d'écrire directement ce qui va être retourné depuis, donc ce qui va être généré par notre IA. Donc, dans notre premier cas où on utilise Mistral AI, la librairie nous retourne une méthode qui s'appelle generate. Dans le cas du chat model, c'est un peu plus tricky, mais on va avoir un point de chat qui va sortir derrière. C'est vraiment juste ça. Vous le verrez, c'est ça qui est un petit peu étrange avec cette librairie, c'est que tout n'est pas encore normalisé. En sens, c'est une librairie qui est vraiment très jeune. Et suivant les modèles, c'est pas forcément les mêmes personnes qui ont écrit les adapteurs pour chaque modèle. Donc, parfois, vous avez des petites utilités entre chaque. Vous verrez, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez quand même deux modes de fonctionnement qui sont différents entre le modèle générique, enfin le modèle générique, le modèle standard, donc c'est le chat modèle standard, et le mode streamé. Vous avez quand même pas mal de noms qui changent et de choses qui changent. Je vous conseille de partir sur le normal au début, si vous voulez vraiment voilà, juste jouer un petit peu et comprendre comment ça fonctionne, et ensuite regarder le streamé plus tard. Tac. Donc on a ça, on appelle notre modèle. Derrière, on passe ça dans notre chat modèle toujours. La possibilité de rajouter de la mémoire ou pas. Donc on le verra. Tiens, d'ailleurs, dans ce cas-là, hein, pour l'exemple de tout à l'heure, on le mettra comme ça. Et désactiver les tools. On verra pourquoi. Vous pouvez définir le nombre de messages que vous gardez derrière. Faire attention à ça, par contre, sur le nombre de messages, parce que plus vous augmentez la mémoire, forcément, plus ça va consommer et plus ça va rallonger aussi votre temps de recherche, parce que votre IA, du coup, va chercher sur éventuellement l'augmentor, en fait, enfin la base éventuellement, si vous avez fait du RAG, il va aller chercher sur les embeddings en fait que vous avez rajouté dedans, il va chercher dans son propre modèle et il va en plus aller chercher dans la conversation derrière. Donc méfiez-vous de ces paramètres. Et globalement, ça s'arrête là. Hein. Une fois qu'on est arrivé là, on retourne le modèle. À chaque fois, moi, je vous ai mis une interface un peu plus générique ici pour pouvoir justement simplifier un peu les échanges entre chaque. C'est ça qui pose des petits problèmes avec le streaming, mais ça fonctionne très bien avec le standard. Et derrière, finalement, ça nous permet de revenir dans le main. Donc, une fois qu'on a notre modèle qui a été créé ici, à chaque fois, on va faire appel à la méthode generate pour pouvoir requêter sur notre modèle, lui demander la question qui est posée en entrée, et à chaque fois on réécrit sur la question en sortie. Donc tout simplement, ça nous donne ça. Ce que je voulais vous montrer. Donc,
moi j'ai plusieurs launchers. Donc là, on l'a lancé déjà tout à l'heure, on l'a lancé avec Mistral en standard, hein. Vous voyez, ça prenait un petit peu de temps. Là, par contre, une des premières choses, quand je le lance en standard, j'ai pas de mémoire. Donc on va voir, on peut le voir assez vite. Si je dis par exemple, c'est souvent l'exemple qui est pris, hein, I'm John, et il va me dire ok, c'est bien, je suis content, tu t'appelles John. Tac, 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 hello John, nice to meet you, nanana. Et si vous lui posez la question derrière, mais je crois que j'ai un doute si j'ai pas mis la mémoire par défaut. Il me semble que non. Non, non, c'est ça, je l'ai pas trop mal codé. Donc effectivement, il me dit, bah, je suis une intelligence artificielle, j'ai pas de nom, et puis toi, je te connais pas. Globalement, voilà. Pourquoi ça peut être utile de pas avoir de mémoire? Bah, tout simplement pour en économiser. Déjà, parfois vous n'avez pas besoin de la conversation. Et on va le voir avec les tools, parfois votre IA peut servir juste d'aiguilleur en fait. Il va recevoir la question, par exemple, je sais pas, d'un customer, ça peut être une question sur un Discord, ça peut être une commande concaténée avec plusieurs arguments et peut-être un peu contexte ou isolée dans un contexte. En fait, votre IA va permettre de décortiquer ça, d'identifier par exemple l'outil qu'il va falloir utiliser derrière, donc le tool qu'on va avoir derrière, ou juste envoyer un mail ou envoyer des choses, et vous n'avez pas besoin d'avoir d'une mémoire derrière. C'est pour ça que vous avez ces distinctions, cette distinction, désolé, et vous verrez, Log4Shine, justement, par défaut, ne fonctionne pas avec de la mémoire. En tout cas, dans sa librairie en standard. Et là, si je refais la même, John, et le John, machin, il est content de me voir, et j'espère qu'on n'aura pas d'effet démo et d'effet Mistral hallucinant. Et là, cette fois-ci, Abby mine what's in your name et 5 je vais introduire sur self as John. Donc cette fois-ci, il m'a reconnu comme quoi je me suis bien présenté en tant que John derrière. Je vais pas vous écrire 10 messages, mais au bout de 10 messages, si je continue à lui poser la question, bah, au bout d'un moment, il va oublier que je m'appelle John. Donc voilà. C'est à vous d'après de régler ça. Vous verrez, c'est quand même une librairie, finalement, le fonctionnement, c'est toujours le même point d'entrée. Donc, ce qui est très important, ça va être comment vous allez customiser, aller regarder les paramètres. Ah bah tiens, là, je peux limiter le nombre de résultats, le nombre de recherches, je peux mettre de la température ici. Ici, je peux mettre plus ou moins de mémoire. Sur mes embeddings, on va le voir, je peux plus ou moins découper finement mes embeddings. Ça va être ça que vous allez jouer. Et enfin, un pro concept derrière, sur ChatGPT, oui, sur OpenAI. Pareil, vous avez le standard. Et alors, si par contre les tools, effectivement, ça c'est ce qu'on va voir actuellement, les tools ne sont disponibles que avec certains modèles. Et notamment, pour le moment, Olama ne supporte pas les tools. C'est le petit couac avec ce truc-là. C'est pour ça que je vous ai mis OpenAI pour pouvoir vous démontrer quand même l'usage des tools. Donc là, on est sur OpenAI, donc c'est pareil. John, on va voir que c'est un poil plus rapide. Et bon, il y a beaucoup moins d'hallucinations, il est beaucoup plus concret. Derrière. Forcément, c'est pas du tout les mêmes modèles, hein. Clairement, on n'est pas sur ce même niveau. Forcément, Ouais. oui. Pardon. Il y a Thierry qui pose une question. Je ne sais pas si tu veux y répondre Désolé, moi j'ai pas maintenant. vu. Il nous demande est-ce que c'est possible d'apporter des modifications à chaud sur notre IA? Des modifications à chaud sur notre IA. Alors, je veux bien que tu précises éventuellement la question. Parce qu'on le verra avec Quarkus pour le coup. Par exemple, je vais avoir mon IA qui est démarré et on va pouvoir changer les prompts à la volée. Et on va le voir qu'en plus avec Quarkus, ça va redémarrer automatiquement. Donc au fur et à mesure, tu vas poser tes questions, tu vas pouvoir reposer par exemple la même question et préciser un peu ton prompt pour avoir des meilleures réponses. Ouais, alors oui, pour la partie oui, ok. J'ai vu la question. Donc là, oui, on est en Java standard. Donc pour le coup, je suis obligé de recompiler à chaque fois. On verra justement pour Quarkus, en fait, il va le faire automatiquement. Donc c'est vrai que ça a un avantage aussi d'être sur Quarkus, ça va aller beaucoup plus vite. Mais bon, là tu vois, ça va, c'est du Java standard, c'est pareil, ça démarre en 2 secondes. Hein. C'est pas très gênant non plus. Après, si tu veux t'amuser à faire du hotspot et au derrière et à recompiler à chaud, tu peux t'amuser avec, mais moi je le conseille pas. Donc là, l'IA est démarrée. Forcément, qui dit OpenAPI, il vous faut une clé OpenAPI que je vous montre pas à l'écran, naturellement, ça c'est la mienne. Mais globalement, vous avez un fichier OpenAPI ici. Vous créez votre propre fichier, vous collez votre clé dedans. Pour générer une clé, c'est très simple. Vous allez sur ChatGPT en version développeur et vous verrez sur l'onglet à gauche, à un moment, vous avez API Key. Je ne peux pas faire beaucoup plus simple.
Vous pouvez pas vous tromper, c'est vraiment, pour le coup, contrairement à certaines API un peu GitHub ou GitLab où c'est un peu compliqué parfois de trouver les clés d'API, là ça a clairement été pensé pour. Donc vous pouvez pas vous gourer. Donc on a lancé OpenAPI. J'ai créé des tools. Alors les tools finalement quand vous allez dans la factory, donc on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Donc au moment où je rajoute la memory, j'en ai profité pour rajouter les tools. Évidemment vous allez lui passer une classe. Donc ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir créer des classes d'outils. Et dans cette classe d'outils, très très simple, hein, vous avez juste une notation add_tools au-dessus de chaque méthode. Et à chaque fois, vous allez mettre un add_tools dans la value finalement de votre annotation. Vous allez décrire c'est quoi cet outil. Moi, je vous conseille plutôt d'être assez concis pour que l'IA tombe dessus. Après, c'est à vous de voir aussi si vous mettez quelque chose si c'est un outil qui est très précis, voilà, précisez-le bien dans le prompt que l'IA n'aille pas l'appeler à tout bout de champ pour rien. Si vous poussez un peu sur Log4Shane, là c'est vrai que j'ai pas poussé les exemples, j'aurais peut-être pu le pousser. Vous pouvez passer des paramètres également, suivant si utilisé. Vous pouvez lui demander de reconnaître des paramètres dedans. Et c'est tout, globalement. Et si l'IA reconnaît finalement dans sa réponse qu'elle a besoin d'utiliser cet outil-là, elle va faire appel à cette méthode. Ok. Comment ça se traduit? Donc là, par exemple, je dis bon, M jaune, ça on s'en fout un petit peu. Je lui demande dessine-moi la main, par exemple. Décidément, on aime bien les lamas ce soir. Donc, elle me dit au début, je suis désolé, je suis pas capable de dessiner. Effectivement, en plus, dans une console, en plus, ChatGPT, c'est de la génération de texte, c'est une IA de génération de texte, elle ne sait pas générer d'image. Donc, après, globalement, si vous lui demandez de le faire en ASCII, elle va vous le faire. Hein. Dessine-moi en ASCII. Bon, elle va essayer de le faire. Bon, là, c'est parce que je suis pas en streamé, donc j'ai pas tout, mais bon, essaie de se dépatouiller, mais ça ressemble pas vraiment à un lama, quoi. J'ai vu mieux. Donc là, moi, j'ai préparé un tools qui est prêt. Hein. Je l'ai précisé, dessine un lama, tout simplement. Alors oui, c'est vrai, j'ai pas précisé, mais la plupart des IA maintenant sont entraînées sur plusieurs langues. Vous n'êtes pas forcé d'utiliser l'anglais. Après, si vous utilisez l'anglais, vous avez quand même plus de chances de pointer exactement sur ce que vous avez besoin. Ouais, 3 ans encore, t'es gentil. mais non, ouais, ça m'a perturbé du coup. Mais oui, si vous communiquez en anglais, vu que la plupart des jeux de données, généralement, vous avez beaucoup plus de corpus de texte qui sont en anglais, il y a plus de chances que ce soit plus précis. Mais en vrai, pour la tester, ça fonctionne vraiment bien en français. Ou dans une autre langue là, d'ailleurs. Donc oui, on va activer. Je vais activer du coup les tools, hein, tout simplement. Je l'ai pas paramétré, hein, mais si vous voulez vous amuser avec le modèle, naturellement, vous pouvez le faire passer dans les arguments et mettre un tools, par exemple, dedans, pour l'activer à chaud, si vous voulez l'activer ou désactiver. Enfin, à chaud, on s'entend. Donc là, je lui dis, cette fois-ci, dessine-moi la main. Et en principe, il devrait être un peu plus compétent pour le faire. Voilà. Donc il a reconnu. D'ailleurs, ça par contre, j'ai dû activer une fonctionnalité. Quand on active les tools, visiblement, il active le debug. Donc vous voyez bien en plus qu'il a bien, appelé, il a identifié la DrawLama et il a bien appelé ma méthode, tout simplement. Donc les tools, voilà, c'est ça. L'idée là, c'est de pas de dessiner des lamas, hein, forcément. Je doute que vous avez autre chose à foutre, mais c'est de montrer qu'en fait l'IA est capable d'appeler des méthodes que vous avez identifiées. Donc demain, ça peut être envoyer du mail, ça peut être envoyer un message sur un WebSocket, ça peut être énormément de choses. On peut imaginer que vous pouvez mettre du camel derrière et balancer un pipeline. Demain, en plus, là, le Log4Shane normalement devrait bientôt intégrer tout ce qui est génération d'images et le text-to-speech. Donc faire un petit peu comme des assistants de ChatGPT. Vous pouvez par exemple capturer le micro, capturer un ordre, le traduire en texte. Ce texte-là va utiliser un tool qui, par exemple, va balancer un pipeline derrière et qui pourrait vous générer une image ou générer de la vidéo. C'est ça qu'on n'a pas parlé, mais ça génère aussi de la vidéo. Micode en parlait justement sur une de ses vidéos où lui, il l'a fait sur Internet avec des modèles sur Internet. Mais on commence à voir, et c'est ce que vous allez voir en 2024, c'est commencer à chaîner ces différentes IA et chaîner ces différents éléments. Les tools vont vous servir à ça. Ok, donc ça c'est la presse en standard. Donc, je vous filerai le lien naturellement de la présentation et du GitHub derrière, que vous pouvez forquer comme vous voulez. C'était celui-là. Donc tout ce que vous avez dedans, hein, si je résume, hein, vous avez Mistral
AI par défaut en standard avec Olama derrière. Donc, vous avez juste à faire le Olama Run derrière et c'est bon, votre appli, elle fonctionne. Vous avez aussi des exemples avec OpenAI. Vous pouvez switcher sur OpenAI. Il faut juste fournir la clé d'API dans un fichier OpenAPI. On pourrait très bien aussi la mettre en paramètre et comme ça, au démarrage de l'appli, il peut vous demander la clé OpenAI et puis si vous voulez pas la stocker en dur, par exemple, naturellement, vous pouvez pousser dessus. Vous avez la possibilité d'activer la mémoire ou pas. Et enfin, les tools, donc, qui sont à faire à la main, mais vous pouvez les activer également avec. Donc, il y a cette partie-là. Et enfin, la démonstration avec Quarkus. Il me reste encore du temps là, Léa. Je ne sais plus combien il me reste de temps. Si, il me reste encore un quart d'heure, je crois. Oula, je sais pas si tu m'entends. Tu m'entends? Oui. Oui, Ouais, c'est il bon. reste encore du temps. Tu peux encore dérouler. Aucun Ok, souci. bah pile poil. Pile poil. Normalement, on devrait être dans les temps. Ok, le projet Olama Quarkus. Alors, Launchchain surtout pour Quarkus. C'est une librairie qui est encore en preview au niveau de Quarkus, donc pas prod ready, forcément. Launchchain 4j n'est pas prod ready. Et honnêtement, je crois que la librairie spécifique à Quarkus qui est sortie du Quacklyverse, qui est sorte d'incubateur pour les livres Quarkus, là, il est vraiment passé dans les librairies qui vont être intégrées définitivement à Quarkus. Donc, c'est quand même un fort message là-dessus. Dessus, je pense que ça fait quelques semaines à peine qu'elle est arrivée. Donc on est déjà dessus. Donc pour les dépendances, que je ne dis pas de bêtises, on est encore sur quelque chose quand même de très très simple. Pareil, ça c'est du bruit Gradle autour, un peu comme Maven, il n'y a rien de fou. De toute façon, ça, j'y ai même pas touché. C'est le coding de base que vous avez sur Quarkus. On est sur le site Quarkus.io. Vous faites votre sélection un peu comme Spring Initializer, hein, c'est le même concept. Vous choisissez les librairies que vous voulez. Voilà, vous rajoutez Olama, vous rajoutez alors Redis ou pas si vous voulez du Redis, on va voir comment l'utiliser et le core. Derrière, moi j'ai rajouté Lombot, vous n'êtes pas obligé. Ça c'est vous qui voyez si vous l'utilisez ou pas. On a du Redis, on le verra aussi. Moi, je l'ai utilisé donc pour stocker en fait mes embeddings et ma mémoire. Donc, on va voir comment je le fais, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser autre chose. Aujourd'hui, Launchchain supporte au moins une dizaine de stores différents. Ça peut être du Elasticsearch, ça peut être du PG Vector, donc c'est du Postgre mais spécifique en mode vectoriel. Vous avez du Chroma que je ne connais pas trop. Voilà, vous avez beaucoup de choses. Ah, désolé. Ouais, tu fais bien de me le dire. Désolé, c'est celui-là, je reviens dessus. Donc voilà, ce que je disais sur les librairies. Donc du Quarkus assez standard. Hein. Donc du Redis, je vous ai mis du OpenAPI pour simplifier les appels, comme ça vous n'avez pas votre client. C'est pareil, c'est du confort. Donc le core Olama Redis, je vous ai dit, Quarkus Arc et Reactive JSON, c'est du standard. Et également, c'est le minimum, ça c'est pour pouvoir faire du web, hein, tout simplement. Du command CSV, j'en aurais besoin pour injecter du CSV. Pareil, si vous voulez pas utiliser de CSV, et voilà. Et c'est tout. Et si jamais vous voulez changer la version de Java, vous voyez, c'est juste une enum ici, hein, changer en Gradle et vous mettez du 17 et ça marche très bien. Donc pour ce point d'entrée, donc si jamais vous allez sur la presse, alors attends, je vais le warm up là, hop. Donc à démarrer, soit vous le faites via votre IDE, soit ce que je vous disais, vous pouvez utiliser du Quarkus Dev, hein, ça fonctionne très bien aussi. Un prérequis pour cet exemple-là, c'est d'avoir un Redis qui tourne. Pareil sur le README, je vous ai mis la commande Docker. Si vous voulez pas utiliser Docker, il vous faut juste un Redis d'installer quelque part. Je vais vous la retrouver dans le README. Donc quand vous arrivez sur le dépôt GitHub, hein, vous verrez à la fin, vous avez la petite commande Docker. Voir si vous êtes vraiment, mais vraiment feignant. Maintenant, IntelliJ vous le propose. Non, ça marche. Il n'est pas d'être chaud. Ah non, c'est là. Il veut pas. Non, bon, c'est un copier-coller. Hein, si vous êtes sur Linux, normalement, ça va fonctionner. Ça. Tac. Vous collez ça là-dedans. Ça va juste vous lancer. Alors, attention, c'est pas un Redis standard, c'est un Redis stack. C'est un Redis avec des fonctionnalités supplémentaires, notamment la partie vectorielle qu'il faut avoir. Et l'avantage du stack, alors vous avez le stack ou le serveur. Le stack va nous démarrer également une web UI qui va nous permettre de visualiser les données qu'on a dans notre Redis. Ce qui est quand même pratique pour notre exemple et ce qui va être très pratique quand vous allez faire vos embeddings, si vous allez découper, voir qu'est-ce que me sort l'IA finalement comme embeddings. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc là, j'ai mon serveur qui démarre. En plus, l'avantage du Redis, ça démarre en 2 secondes. C'est très léger.
naturellement, je suis pas revenu sur les licences, mais la plupart de ces licences-là ne sont pas utilisables si jamais vous vendez votre produit ou autre. Hein. Ça reste souvent des licences Apache ou Open, mais c'est pas forcément des licences libres de droit. Hein. Donc, si vous voulez l'utiliser en entreprise, faites attention d'avoir les licences qui vont bien, naturellement. Alors, hop, je le recharge. Tac, tac, tac. OK. Vous arrivez sur cet écran-là. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé Redis, hein, c'est vraiment très, très simple d'usage. Vous tombez directement sur un visualisateur de données. Nous, on va le mettre en refresh auto, ici, et hop. Bon, pour le moment, forcément, j'ai rien du tout dans ma base. Je viens juste de le démarrer. C'est très bien comme ça. Je vous ai mis le petit lien sur la presse locale. Désolé pour les yeux, pour ceux qui sont dans le noir. Mais la presse, donc le lien qui pointe directement vers le Swagger. Sinon, c'est les outils Quarkus standard. Hein. Vous avez sur le Calos 80 /u/dev.ui et normalement, quand vous êtes dans le prompt, ça fonctionne pas toujours, mais souvent, quand vous êtes là-dedans, si vous tapez Q, non, c'était perdu. C'était pas celui-là, je crois que c'est D. Vous avez un petit raccourci sur Quarkus, il va vous ouvrir directement la fenêtre vers les outils de dev. Je pense que c'est le D. C'est l'avantage de travailler du Quarkus, hein, ça démarre vite. Voilà, vous tapez D dans votre terminal, il vous balance directement sur ces extensions. Une extension que j'ai pas utilisée, je dois vous avouer, mais par contre, quand vous utilisez LangChain, il peut vous proposer directement une IA. Alors c'est pas là, je sais plus où il est. Vous avez déjà une IA qui peut se lancer si vous avez un modèle en local. Vous avez un prompt, un chat dedans. Je vais pas revenir dessus. Si vous allez voir la vidéo de Sébastien Blanc, il vous l'explique justement, il l'utilise de temps en temps et vous pouvez directement chatter depuis cette API-là. Vous avez un outil pour le faire. Nous, on va passer directement en mode Swagger avec l'IA qui est derrière dans notre API. Donc un Swagger très simple. Il n'y a pas de sécurité non plus dessus. C'est juste un proof of concept naturellement. La première API qui va nous permettre de faire globalement ce qu'on avait fait avant, qui va alors pour le moment, on n'utilise que Mistral avec Quarkus. Si vous voulez connecter du OpenAPI, ce sera le même concept que sur le projet d'avant. Sauf que là, ici, on n'utilise que du Mistral. Donc, tac. Je vois une question. Important. Parce que si je lui demande les réponses universelles, forcément, il en répond 42, c'est trop simple. Tac. Donc, on a notre petite réponse. Ici, donc à peu près globalement les mêmes réponses à chaque fois. Sauf que cette fois-ci, on passe par du REST. Donc, ça qui est un peu marrant, c'est qu'on fait, on envoie une requête REST sur nos serveurs Quarkus qui lui envoie une requête REST sur Ollama, qui lui est du Python, et après, ça revient derrière. Bref. Ça commence à vous faire un peu de ressources, on verra. Donc, petit message standard derrière. Je vais vous présenter le code très, très simple. Pareil, faut pas s'offusquer sur l'architecture du code qu'il y a derrière. C'est fait pour être très simple. Et encore, il y a quand même un petit peu de notion de cleanarchy. Donc, vous avez deux ressources web. Donc, une qui s'appelle Ask Something avec les /ask. Je pense que c'est assez simple. Et le training ressource, on va le voir juste après. Donc, le training, donc Ask Something direct, vous avez un port en fait derrière qui va vous amener sur un service et l'implémentation derrière, c'est justement tout ce qui est modèle, même pas, c'est juste directement le modèle en fait. C'est que ça, j'ai des petits soucis avec la cleanarchy pour ceux qui ont l'habitude aussi de l'architecture en hexagonale. C'est un peu compliqué à mettre en place avec ce système d'injection là de modèle IA. C'est pas très grave, on passera à autre. Juste pour générer un service que vous pouvez injecter partout en CDI, donc pour ceux qui ont plus l'habitude de Spring Boot, c'est quand vous faites du AutoWire, hein, c'est pareil, c'est exactement pareil. Vous mettez ça au-dessus de votre service et vous pouvez l'injecter partout où vous en avez besoin. Donc, vous pouvez créer autant de services que vous voulez, même contrainte que pour le CDI et c'est des noms uniques. Et Ask Something derrière avec mon user message, donc je lui passe un string et je lui précise que dans ce string-là, il y a un user message, donc c'est sous-entend qu'effectivement on peut passer d'autres annotations comme des paramètres ou un memory ID, on le verra également, pour pouvoir conserver l'identifiant de la conversation qu'on a justement actuellement. Ça veut dire que sur le même serveur, on peut avoir plusieurs conversations différentes. On verra derrière. Et ça s'arrête là. Et à dire, mais rien paramétré, c'est un peu bizarre. Oui, parce que Quarkus paramètre globalement tout pour vous. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez qu'un seul modèle qui est défini. Alors dans les properties, vous avez 2-3 petits trucs à régler
Je vais le retrouver ici. C'est ça. Donc, j'ai le Log4Chain. J'ai une librairie Olama, donc c'est pour ça, méfiez-vous quand même. Alors, je me suis pas amusé à tester, mais si vous commencez à installer plein de librairies différentes, Log4Chain, je me demande s'il il va pas un petit peu s'embrouiller au bout d'un moment. C'est quand même pas l'idée derrière, mais voilà. Là, si vous installez le Olama, vous avez quelques properties. Ça, c'est pareil, c'est très bien expliqué sur la doc Quarkus. C'est encore la doc Quarkiverse, mais je pense qu'elle arrive. Vous lui précisez le modèle que vous utilisez pour le chat, le modèle que vous utilisez pour les embeddeds. Vous pouvez les séparer, vous pouvez utiliser un autre modèle comme embeddeds. On reste sur le Mistral ici. Vous pouvez décider de loguer ou pas loguer, ça c'est des requests. Là, on va utiliser un Redis Store, donc je dois juste lui passer l'URL de où est mon Redis. Donc là, on est en localhost, simplement. Et enfin, un petit truc qui est un peu tricky pour Redis, vous devez lui passer la dimension, donc c'est le nombre de vecteurs par embeddings que vous allez avoir. Ça, pour le savoir, honnêtement, c'est pas simple. Là, moi, j'ai pris un des exemples qu'on avait sur le Quakiverse, donc j'ai eu le numéro. Mais par contre, si jamais si vous mettez pas la bonne dimension, vous allez avoir dans le log du serveur, il va vous dire attention, moi j'ai repéré qu'il y avait une dimension de, je sais pas, 1282, et toi tu m'as mis 4000. Donc faites gaffe à ce genre de message si vous changez le modèle d'embeddings. Ça vous permettra de bien paramétrer, de bien customiser là-dessus. Globalement, quand vous vous trompez de paramétrage ou autre, plutôt que planter, la librairie est plutôt bien faite, elle va vous expliquer attention, là tu as mal paramétré ça, ou là tu as mal paramétré ça. En vrai, c'est plutôt solide comme librairie. Pour une librairie qui, je vous rappelle, a 2-3 mois là, pour la version Quarkus et qui a 6 mois pour la version Java. Donc, ça, c'est le plus simple possible. J'aurais pu vous faire la démo avec juste ça. Ça me prenait 2 lignes et un Docker et vous pouvez démarrer pour poser vos questions. Si vous vous intéressez, utilisez le store, on va le voir un petit peu après. Ce que j'aimerais surtout vous montrer, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous montrer, c'est le RAG. Je vous en ai parlé, je vous l'ai spoilé un petit peu. On va essayer de lui faire manger un jeu de données qui est spécifique pour notre use case, avec des données qui n'appartiennent qu'à nous. Ça peut être les données de votre client, de votre entreprise, ça peut être les données de votre blog, ça peut être les données, je sais pas, de ce que vous voulez, vos photos de famille demain, quand il fera de l'image. Là, pour le moment, il fera que du texte. On a un petit jeu de CSV là, employé du standard. Hein. Vous pouvez jouer avec comme vous voulez. Je l'ai réussi ici en mode CSV. Pour vous mettre un peu la proof of concept, là pour le coup, tu vois, on n'a pas besoin de redémarrer parce que tout est déjà à chaud dessus. On va avoir, c'était le Askbot employé. Oui, c'est ça. Donc, je vais vous montrer après comment je lui dis d'aller chercher dans le jeu de données. Derrière, donc j'ai un endpoint particulier où en fait il va pointer vers le store Redis pour prendre ses réponses. Je vais vous montrer la conf juste après. Mais là, pour savoir si ce endpoint là pointe vers le store alors que l'autre non. Notre store Redis pour le moment il est vide, il n'y a rien dedans, on lui a pas fait le gobet de données. Donc j'ai demandé donne-moi la liste des employés. Hop, tout simplement. Et normalement il ne devrait pas me répondre grand chose. Voilà, vous fournirez la liste des employés suivantes. Ok, bon, la liste est vide. Normalement, il n'y a rien. On verra comment j'ai prompté ça. On va avoir un autre endpoint qui va être un training. Donc, c'est pour ça que je les ai séparés. On va pouvoir y faire rentrer des données derrière. C'est pareil. Moi, je le fais rentrer par du REST. En entrée, mon CSV, rien n'empêche d'avoir un CSV à chaud dans vos ressources, d'aller chercher votre CSV sur un S3. Voilà. Vous avez toutes les possibilités. Et c'est notamment l'intérêt d'utiliser Quarkus aussi derrière, c'est que vous allez avoir plein d'outils sur étagère. C'est aller aussi vite. Effectivement, tac, réponse, tac, 200, ça me paraît bizarre. Ouais, de toute façon, je suis bête, hop, on va le voir. Oui, bon, ok, je les ai injectés 2 fois, mes employés. Il va peut-être avoir des doublons. C'est pas très grave. On voit, ça a été injecté derrière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, derrière mon training? Tout simplement. On est sur Quarkus, oui. Donc la training de ressources, alors je l'ai envoyé donc le employé file qui globe du CSV tout simplement. Il part vers un service. Ce service-là, je vais utiliser un extractor. Donc c'est une classe que j'ai codée depuis un exemple qu'on a depuis le Quakiverse.
Donc, depuis la doc Quarkus LangChain. Globalement, j'ai une méthode ingest qui va me permettre d'ingérer du coup les données. On avait le R finalement de Rag derrière pour ingérer les données. Parce que oui, ça commence par R. Et bref, c'est le concept surtout que vous avez derrière. Je lui passe le CSV en format lourd. Donc forcément, si vous prenez l'exemple, mettez pas un CSV de 3 gigas. Il n'y a pas de bufferisation dessus. Sinon, modifiez-le mais tu peux faire. Les headers from type, donc ça c'est une énumération qui me permet de lister mes headers suivant le type de CSV que je veux. Donc si vous voulez rajouter des types de CSV, vous avez juste à compléter votre énumération derrière. Là-dessus, je vais pas revenir en détail sur tout ce qu'il y a derrière, c'est très standard aussi par rapport. Si vous avez déjà utilisé Apache CSV, vous allez vite vous y retrouver. Je lis le CSV, j'ai un petit compteur de lignes derrière. Je vais créer des métadatas. Donc c'est une map, tout simplement, clé valeur à chaque fois. Parce que Redis, c'est une base de données NoSQL en clé valeur. Donc ça va nous servir derrière. Même s'il va les intégrer, on va le voir. Il va intégrer un peu différemment. Il va faire une clé valeur, donc il va transformer les métadatas en JSON. Il va enregistrer ça dans une entrée JSON de Redis qui va avoir une autre clé valeur. Encore autre chose. Je vais créer à chaque fois une clé pour chaque header. Comme ça, je vais pouvoir dire à mon IA, tu vas pouvoir commencer à lui référencer un petit peu ses données. Ça va l'aider derrière pour comprendre derrière et faire ses vecteurs. J'ingère à chaque fois pour chaque header, je mets la valeur à côté. Rien de bien méchant. Ça me permet juste de lire le CSV, de séparer cette notion de clé valeur et de l'ingérer dans mon Redis. Vous avez un élément par contre qui est spécifique à Log4Shell, qui est un ingestor ici. Donc AM Embedding Store, Ingestor. Vous lui passez le type de store que vous voulez. Donc si sous-entendre, c'est assez agnostique. Donc vous pouvez très bien avoir plusieurs stores différents si vous voulez. Par exemple, tiens, ça c'est du CSV employé, je le store dans mon Redis. Ça c'est du, je sais pas, c'est du truc de forum. Je vais plutôt le mettre en mémoire ou autre. Ça c'est un fichier. Tiens, je reload un fichier de conversation que j'ai eu, d'une conversation avec un utilisateur d'il y a 2 mois. Et hop, parce que je l'ai stocké à froid. Je vais la remonter à chaud, je vais la mettre plutôt in memory. Il y a plein d'idées derrière. L'embedding model, donc le modèle que vous allez utiliser pour découper justement ce que vous êtes en train de donner et créer les embeddings derrière. Donc, les embeddings, justement, ça, je vous en parle beaucoup. C'est ce qu'on a là finalement. C'est une entrée dans la base qui est identifiée avec une clé unique. Et par contre, on ne le voit plus. Je sais plus où on le voit là-dedans. Là, je l'ai perdu. Globalement, normalement, on enregistre tous les vecteurs. Alors, c'est plus là-dedans. Je l'ai plus. Donc, globalement, en fait, il faut comprendre que là, c'est une base un peu particulière. Vous avez tout un sous-ensemble de vecteurs qui sont calculés par rapport aux entrées qui sont ici. Donc, à chaque fois, vous allez changer une lettre et autres. Non, je suis bête, ils sont là, les vecteurs. Voilà. Hop. Alors, ça charge. Voilà. Vous avez toutes vos données qui sont ici. Ça va calculer un certain nombre de vecteurs. Normalement, si vous avez bien suivi, on devrait tomber sur 4096. Moins 1, forcément, si on y passe 0. Donc, c'est ça votre dimension, finalement, qui va calculer. C'est tous ces vecteurs-là. Et tous ces vecteurs-là représentent une des entrées, le texte que j'ai mis dedans. Donc, l'IA, en fait, derrière, avec son embedding model et son modèle derrière qu'elle va utiliser, quand vous allez lui poser un certain nombre de questions, elle va calculer des vecteurs par rapport à la question posée et elle va essayer d'aller chercher ce qui correspond. Elle va faire une recherche vectorielle derrière. Comme je l'ai dit, je ne reviens pas en détail là-dessus. Vous avez, c'est Guillaume Laforge. C'est un nom qu'il faut retenir, qui travaille beaucoup sur Log4Shell, qui a fait une présentation à ToenTech, il a fait une autre présentation sur YouTube également, et où il vous explique comment on crée les tokens, comment on fait une recherche vectorielle derrière. C'est hyper intéressant. Ça prendrait une autre heure. Donc, j'ai eu tous mes embeddings qui sont calculés derrière. Hop, on revient sur le Quarkus. Donc, ça va gober toutes mes lignes CSV et ça va créer tous ces embeddings qu'on a vus. Là, j'en avais que 4, donc on voit ça va très très vite. Forcément, l'idée, c'est par exemple de mettre un fichier, si vous avez des employés d'une entreprise, ça va être de mettre tous vos employés dedans et un peu plus que juste 4 données et 4 colonnes. Donc forcément, ça peut vite prendre des proportions derrière. Il l'ingère et maintenant, du coup, si je vais, maintenant que j'ai en base mon truc, je vais pouvoir lui poser des questions sur mon jeu de données. Donc là, déjà, je vais reposer exactement la même question.
Alors, j'ai encore des petits ratés sur le prompt, parce que je suis pas un prompt ingénieur. Donc là, ouais, il est perdu en plus. Ouais, à mon avis, c'est qu'il me découpe les réponses aussi. Pourquoi il m'envoie que deux, lui. Ouais, bon, alors là, il envoie que deux, c'est un petit peu étrange. À mon avis, j'ai dû me craquer dans mon prompt derrière. Attendez, si vous voulez, on va le faire en 2-2. Tac. Hop, ouais. Je vais juste shooter mon Redis, le recréer. Ça va me prendre 1 minute. Et au moins, le jeu, ça sera un peu plus propre. Mais c'est aussi ça l'idée. L'idée, c'est pas que je vous donne un exemple hyper fonctionnel et c'est bon, vous allez monter votre prochaine startup avec. L'idée, c'est que vous puissiez manipuler les données et que vous voyez justement les erreurs que vous pouvez avoir dedans, comment améliorer ses embeddings et autres. Il y a pas mal de méthodes pour améliorer ses recherches et son découpage. Pareil sur la doc de Quackliverse de Quarkus, il y a pas mal d'exemples qui sont donnés et de docs pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et là, l'idée, c'est que vous ayez quelque chose de concret sur lequel vous pouvez manipuler en même temps que vous avez l'exemple à côté et votre doc. Ok, j'ai relancé mon Redis. Okay, voilà. Il est forcément, je suis reparti à 0. Ok, donc on est à 0 ici. Je relance. Je vais y arriver. J'ai ouvert trop de trucs. Donc je refais la même manip, très rapide. J'exécute une fois. En fait, ça va tellement vite que c'est pour ça que je me suis fait avoir tout à l'heure. Ok, j'ai mes embeddings, ils sont là. Je leur pose la question cette fois. Moi, liste des employés. Il a perdu sa connexion. On va juste lui demander de recharger sa base. Hop. J'aurais pu modifier un élément de code et lui demander de restarter à chaud, ça fonctionne aussi. Hop. Le Quarkus est démarré. On va y arriver. Il est là. Je lui demande la liste des employés. Bon, il en trouve toujours que 3 sur 4. Ça, j'ai pas réussi encore à le résoudre. Pourquoi il toujours un qui drop. Bon, là, on me dirait, c'est une liste d'employés, c'est bien. Bon, c'est gentil, mais ça sert pas à grand chose. Donne-moi la moyenne page de mes employés. Elle est là, la plus-value. C'est ce genre de choses qui sont vachement intéressantes finalement parce que restituer un tableau en JSON de mes employés, globalement, on s'en fout, la base de données le fera beaucoup mieux que l'IA. Par contre, commencer à lui dire, j'aimerais bien que tu me sortes les stats, attends, c'est quoi déjà? Comment il s'appelait? J'ai combien de pourcentage, par exemple, de ratio de femmes par rapport à des hommes? Ça peut être ce genre de stats. Ça peut être la moyenne d'âge. Ça peut être, je sais pas, la ville la plus représentée. Présenter dans mes employés. En plus, je peux l'écrire avec plein de fautes, il n'y a pas de problème, il va savoir le lire. Et tour. Donc, c'est ça où c'est hyper intéressant, c'est que vous allez lui faire gober des jeux de données très spécifiques à vous et vous allez dire, sur ce jeu de données, j'aimerais que tu me sortes un peu des stats comme ça sans que vous ayez à coder forcément des trucs de stats ou autre. Donc, par exemple, pour le mettre à dispo de RH, des types business ou derrière, ou même pour vous, si vous avez un blog ou autre, vous avez des articles, tiens, est-ce que quel thème est le plus récurrent, c'est quoi le mot qui est le plus ressorti sur je sais pas, sur l'année, par exemple, sur ce truc-là ou autre. Là, ça va être très intéressant. Vous allez pouvoir créer des statistiques à chaud sur des jeux de données personnalisés. Ça, c'est très, très fort. Et là, on est vraiment sur un truc. En plus, l'idée, c'est de comprendre ce que vous pouvez faire avec ça. Demain, c'est en entreprise de mettre un Elasticsearch qui a un peu plus de patates, avec un modèle qui est un peu plus énervé aussi dessus. Et vous allez pouvoir faire des choses vraiment, vraiment cool, quoi. Il y a un time to market pour avoir un requêteur qui est fou, quoi. Qui est fou. Et notamment Elasticsearch travaille beaucoup dessus et sur ce genre de solution. Je pense que je vais pas avoir le temps de vous présenter le reste. On va s'arrêter là. Par contre, vous avez également dans l'exemple, rapidement, un exemple qui va aller absorber de la doc Rust actuellement, donc sur la doc officielle de Rust. Et il va également créer tous les embeddings à partir de ça. Et vous pouvez lui poser des questions sur le Rust et vous pouvez voir, par exemple, que les exemples, quand vous demandez sans le store, vous avez des petits exemples Rust. Et quand vous demandez avec les exemples, vous allez voir que les exemples changent un petit peu. Par contre, vous allez voir qu'il y a il y a des petits ratés de temps en temps dans notre IA. Et juste un point, le dernier vraiment que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez pré-prompt finalement votre IA. Donc c'est ce que j'ai fait avec les employés. C'est ce point-là qui est important. Donc notamment les employés, où vous pouvez par exemple passer des systèmes message. Donc ça va être des prompts qui vont être rajoutés avant
d'exécuter la requête pour lui dire, par exemple, voilà, tu vas me parler que en français, je veux que les réponses soient short, je veux que tu limites ton hallucination. Donc, quand tu sais pas quelque chose, tu me le dis, et tu vas utiliser la source employée. Derrière, vous avez l'augmentor. Ça, c'est le paramétrage pour pouvoir lui dire d'utiliser le Redis. Donc, c'est une classe que vous devez déclarer. Très simple. Hein. Vous lui passez le modèle, vous lui repassez l'embedding ça. Et vous pouvez un petit peu jouer pareil, paramétrer dessus. Ça, c'est des exemples que vous retrouvez également dans la doc officielle de Quarkus. Hein. Vous avez pas mal de choses dessus. Là, maintenant, moi, ce que je vous propose avec ces dépôts-là, c'est du plug and play. Hein. Globalement, vous le téléchargez, vous pouvez jouer avec, et ensuite, vous serez bon. Et pour conclure, on va très rapidement, de toute façon, j'ai plus grand chose dessus. Alors, hop, on va aller sur la dernière diapo. La conclusion, donc les supports de speech to text et images pour traiter des images d'IA, par exemple pour ce qu'on était à DALL-E et pour d'autres IA qui connaissaient ce speech, c'est encore en cours. Globalement, c'est identifié aujourd'hui dans la de Cloud4Chain, mais c'est marqué comme in soon. Ça va arriver. Donc déjà, si vous comprenez bien comment ça fonctionne avec le texte, dès que les images et l'audio va sortir, vous allez pouvoir vraiment faire des trucs de fou avec ça. Au niveau des actions et des fonctions avancées, donc c'est encore limité à certains modèles. Je disais, par exemple, les tools sont pas dispo avec Mistral IA avec Olama. Alors, je n'ai pas testé Mistral IA sur l'API. Donc, c'est disponible avec OpenAPI sinon, mais ça devrait arriver tout de même derrière. Et certains modèles sont encore trop gourmands en ressources. Effectivement, j'ai essayé de lancer Mistral. Globalement, il me restait plus 1 méga octet de RAM, que le modèle n'était toujours pas démarré et j'ai cru que mon disque dur allait mourir. Donc non, méfiez-vous de ça. J'ai pas eu le temps de vous montrer effectivement, mais aussi mon GPU, à chaque fois que je fais une requête, fait des pics. J'ai pas eu de problème de chauffage cet hiver. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur ces bonnes blagues, mais voilà, en conclusion quand même derrière. Aujourd'hui, vous avez la possibilité en 3 clics globalement de démarrer un modèle d'IA et de connecter du Java dessus avec tous les liens que vous avez là.